La maison était silencieuse quand je me suis garé dans l'allée. Pas le silence paisible, le mauvais silence. Celui qui vous tord l'estomac avant même que votre esprit ne comprenne pourquoi. Je revenais de 4 semaines de mission à Rotterdam. 4 semaines de journée de 16 heures à superviser un audit de sécurité sur un site industriel, une mission qui ne pouvait être ni déléguée, ni reportée. 4 semaines à promettre à ma femme, Hélène, que je serais bientôt de retour, que notre fils Guillaume et sa femme Vanessa prenaient bien soin d'elle. 4 semaines d'appels vidéo où Hélène souriait et faisait un signe de la main, ces tremblements dus à la maladie de Parkinson à peine visibles sur le petit écran. C'était un jeudi soir, il était presque 19 heures. Je m'en souviens car j'ai regardé ma montre en voyant que les rideaux du salon étaient tirés. Hélène ne fermait jamais ses rideaux. Elle aimait tant regarder le coucher de soleil sur notre terrain, dans notre petit village près de Lyon. J'ai utilisé ma clé. La porte était verrouillée, ce qui était normal, mais l'odeur m'a frappé immédiatement. Une odeur d'air vicié, de renfermé, quelque chose d'acide. Notre Golden Retriever, Max, n'est pas venu en bondissant pour m'accueillir. La maison semblait abandonnée. « Hélène ?» Ma voix a résonné sur le parquet. Rien. « Max ? Guillaume ?» J'ai traversé la cuisine. Le pilulier d'Hélène était posé sur le plan de travail, encore plein. Nous étions jeudi. Les cases du jeudi auraient dû être vides. Je l'ai pris. Celles du mercredi étaient pleines aussi. Mardi, lundi. Mes mains se sont mises à trembler en remontant les jours. La dernière case vide était celle du jour de mon départ, 1 mois plus tôt. 4 semaines de médicaments. Intacts. J'ai couru vers l'escalier. « Hélène !» C'est là que je l'ai entendu. Un faible grattement venant de la cave. Puis le gémissement plaintif de Max. Un son désespéré. La porte de la cave était fermée à clé. Nous ne fermions jamais cette porte à clé. J'ai secoué la poignée, poussé avec mon épaule. « Hélène, tu es là-dedans ?» Un autre geignement de Max. Puis un son qui m'a glacé le sang. La voix d'une femme, si faible que j'ai failli ne pas l'entendre. « À l'aide !» Je n'ai pas réfléchi. J'ai reculé, j'ai frappé la porte du pied. Le cadre a craqué mais a tenu bon. J'ai frappé encore et encore. Au 4e coup, la serrure a cédé et la porte s'est ouverte dans un grand fracas. L'odeur qui est montée de cet escalier, je ne peux pas la décrire. Un mélange de décomposition, de maladie, d'excréments. J'ai dévalé les marches. La cave était sombre, à l'exception d'une mince bande de lumière provenant d'un soupirail. Max était en bas, couché sur le flanc, ses côtes saillantes sous sa fourrure. Il a faiblement levé la tête en me voyant. Et là, dans un coin, sur un matelas nu, se trouvait Hélène. Je l'ai à peine reconnue. Ma femme, qui pesait 60 kilos il y a 1 mois, n'était plus qu'un squelette recouvert de peau lâche. Ses cheveux étaient emmêlés. Elle gisait dans ses propres souillures, portant le même gilet bleu que le jour où je l'avais embrassée pour lui dire au revoir. Ses yeux étaient creux, son regard vide. « Hélène ! Oh mon Dieu, Hélène !» J'ai couru vers elle, j'ai essayé de la soulever. Elle était si légère. Ses lèvres étaient gercées et saignaient. Sa peau avait la texture du papier. « De l'eau !» a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, de l'eau !» J'ai cherché frénétiquement autour de moi. Il y avait un seau vide dans un coin, un rouleau d'essuie-tout. Rien d'autre. Pas de nourriture, pas d'eau. Juste ma femme, mourante sur un matelas dans notre propre cave. Les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 15, le numéro du SAMU. « SAMU, bonjour. Ma femme, elle a été enfermée dans notre cave. Je ne sais pas depuis combien de temps. Elle est gravement déshydratée. Il nous faut une ambulance, tout de suite. » « Monsieur, est-elle consciente ?»« À peine. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Nous sommes dans un hameau, à Valmont. »« L'ambulance est en route, monsieur. Qui l'a enfermée dans la cave ?» J'ai regardé Hélène. Ses yeux ont croisé les miens un court instant. Assez lucide pour me reconnaître. Assez lucide pour montrer la douleur. « Qui t'a fait ça ?» lui ai-je demandé, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse, la redoutait. Ses lèvres gercées ont bougé.
Je me suis penché. « Guillaume » a-t-elle soufflé. « Et Vanessa. Ils ont dit juste quelques jours pour ma sécurité. » La pièce s'est mise à tourner. Je me suis laissé tomber lourdement sur le sol à côté d'elle, le téléphone toujours en main. « Monsieur ? Monsieur, vous êtes toujours là ?»« C'est mon fils, me suis-je entendu dire. C'est mon fils qui a fait ça. » Les ambulanciers sont arrivés 12 minutes plus tard. Je me souviens avoir tenu la main d'Hélène pendant qu'il s'affairait, lui poser une perfusion, vérifier ses constantes. L'un d'eux n'arrêtait pas de répéter dans sa radio « déshydratation et malnutrition sévère ». Un autre examinait Max, qui ne tenait plus sur ses pattes. « Depuis combien de temps est-elle sans nourriture ni eau ?» m'a demandé le chef d'équipe. « Je ne sais pas. J'étais en mission à l'étranger pendant 4 semaines. Mon fils devait s'occuper d'elle. » L'expression de l'ambulancier a changé. Il a regardé son collègue, puis moi. « Monsieur, la police va devoir vous parler. » Ils ont emmené Hélène au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. J'étais dans l'ambulance, je les regardais lui injecter des fluides, la voyais dériver entre conscience et inconscience. Un service vétérinaire est venu chercher Max. À l'hôpital, une médecin que je ne connaissais pas m'a prise à part. Docteur Sarah Bernard, lisait-on sur son badge. Elle était jeune, peut-être 35 ans, avec des yeux bienveillants qui ne parvenaient pas à masquer son horreur. « Monsieur Morel, je dois vous poser des questions difficiles. » J'ai hoché la tête, anesthésié. « Votre femme présente des signes de négligence extrême. D'après son état, j'estime qu'elle a été privée de nourriture et d'eau pendant au moins 3 semaines, peut-être même les 4 semaines complètes. Ses reins sont en insuffisance aiguë. Elle a des escarres de stade 3 sur le dos et les jambes. Elle fait une septicémie. Comprenez-vous ce que je vous dis? Va-t-elle s'en sortir? Nous faisons tout notre possible, mais Monsieur Morel, la loi m'oblige à signaler ce cas à la police comme un acte de maltraitance sur personne vulnérable. Quelqu'un a intentionnellement fait ça à votre femme. La police est arrivée 1 heure plus tard. 2 agents du commissariat de Villefranche, le lieutenant Jennifer Pasquier et le lieutenant David Tran. Ils ont pris ma déposition dans une petite salle pendant qu'Hélène était en réanimation. Je leur ai tout raconté. La mission à l'étranger, ma demande à Guillaume et Vanessa de rester à la maison pour aider Hélène avec ses médicaments, ses repas, ses soins, les appels vidéo qui semblaient normaux, avec Hélène toujours dans la chambre à l'étage, toujours souriante, disant que tout allait bien. « Quand avez-vous parlé à votre fils pour la dernière fois ?» a demandé le lieutenant Pasquier. « Ce matin. Je lui ai envoyé un SMS de l'aéroport. J'ai dit que je rentrais à la maison. » Et sa réponse? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le message. « Ok, super. À ce soir. » A-t-il semblé surpris que vous rentriez? Non, je lui avais dit il y a 1 semaine que l'audit touchait à sa fin. Le lieutenant Tran s'est penché en avant. « Monsieur Morel, je dois vous demander, avez-vous des comptes bancaires auxquels votre fils a accès ?» La question semblait sortie de nulle part. « Nous avons un compte joint avec eux, pour les urgences, au cas où Hélène aurait besoin de quelque chose pendant mon absence. Pourquoi ?» Les 2 policiers ont échangé un regard. « Nous allons avoir besoin des informations de ce compte, les relevés complets des 4 dernières semaines. » Un sentiment glacial s'est installé dans mon estomac. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous ne sommes pas encore sûrs, mais vu les circonstances, nous devons tout vérifier. Depuis l'hôpital ce soir-là, j'ai appelé la banque. Il a fallu 2 heures de transfert entre différents services, de questions de sécurité, d'explications. Finalement, un superviseur nommé Martin est resté en ligne avec moi pendant qu'il consultait nos comptes. « Monsieur Morel, je regarde votre compte joint. Votre fils, Guillaume Morel, est-il un utilisateur autorisé? » « Oui. » « Et Vanessa Morel? » « Oui. » Je vois une activité inhabituelle. Des retraits importants à partir du lendemain de votre départ. De combien? Un bruit de feuilles qu'on tourne. Un retrait de 4 000 € en espèces. Un virement de 6 000 € vers un compte que je ne peux pas identifier sans autorisation, puis des retraits de 10 000 €, 12 000 €,
Encore 12 000 euros, puis 15 000 euros. J'ai fait le calcul de tête. Cela faisait près de 60 000 euros. Il y a plus. Je vois qu'un crédit gagé sur votre maison a été ouvert. Une avance de 100 000 euros. Le dossier de demande contient votre signature et celle de votre femme. Je n'ai rien signé, j'étais à l'étranger. Les documents ont été validés chez un notaire à Lyon. Votre signature et celle de Madame Morel sont dans le dossier. Falsifiées. Ils avaient falsifié nos signatures. Monsieur Morel, vous êtes toujours là? Combien reste-t-il sur notre compte courant? Un peu plus de 3 000 euros. Nous avions près de 65 000 euros sur ce compte. Notre fonds d'urgence, l'argent que nous avions économisé pendant 40 ans, disparu. Et le crédit sur la maison, où est passé cet argent? Un instant, d'autres clics. Un virement important vers une banque en ligne. Le bénéficiaire est une société écran. Je ne connaissais pas de société. Guillaume n'avait jamais parlé de créer une entreprise. J'ai transmis toutes ces informations à la police. L'expression du lieutenant Pasquier s'est durcie à chaque détail. Monsieur Morel, nous devons parler à votre fils et votre belle-fille immédiatement. Savez-vous où ils sont? Ils étaient censés être chez moi. Nous sommes passés devant votre propriété avant de venir ici. Aucune voiture dans l'allée, pas de lumière. J'ai essayé d'appeler Guillaume, directement sur la messagerie. J'ai essayé Vanessa, pareil. Ils sont en fuite, a dit doucement le lieutenant Tran. Mais ils ne l'étaient pas encore. Vers minuit moins le quart, mon téléphone a sonné. Numéro masqué. Papa? C'était Guillaume, mon fils, le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo, dont j'avais payé les études, qui se tenait à mes côtés quand nous avions enterré mon père. Où es-tu? Ma voix tremblait. Où est maman, papa? Je peux tout expliquer. Expliquer? Ta mère est en train de mourir en réanimation. Elle a été enfermée dans notre cave pendant 1 mois, sans eau, sans nourriture. Est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Silence au bout du fil. Puis la voix de Vanessa en arrière-plan. Raccroche, Guillaume, raccroche tout de suite. Mon fils, s'il te plaît, viens juste à l'hôpital. On va trouver une solution. Je ne pensais pas que tu reviendrais si tôt, a-t-il dit. Sa voix tremblait aussi, mais pas de remords, de panique. L'audit devait durer 6 semaines. Tu avais dit 6 semaines. Vous aviez tout prévu. On avait besoin d'argent, papa. Maman et toi, vous êtes assis sur tout ce fric, sur cette maison. Vous n'en avez plus besoin. Nous, on a des factures. On a des projets. Alors tu as enfermé ta mère dans une cave pour la laisser mourir. On lui avait laissé de l'eau, de la nourriture. Elle a dû... je ne sais pas. Elle a dû oublier où c'était. Avec son Parkinson, tu sais comme elle est confuse parfois. J'ai raccroché. Je ne pouvais pas en entendre une syllabe de plus. La police a émis un avis de recherche pour leur Renault Capture. Ils l'ont retrouvé 6 heures plus tard sur le parking de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Guillaume et Vanessa avaient réservé 2 allées simples pour Marrakech, départ à 6h15. La police aux frontières les a arrêtés à la porte d'embarquement. Le lieutenant Pasquier m'a appelé à 6h52 pour me l'annoncer. Hélène a passé 3 semaines en réanimation. Je n'ai jamais quitté l'hôpital. Je dormais sur le fauteuil à côté de son lit. Je mangeais ce que proposait la cafétéria. J'attendais. Le docteur Bernard disait que les premières 72 heures étaient critiques. Les reins d'Hélène lâchaient. Son corps luttait contre 3 infections différentes dues aux escarres. Les symptômes de son Parkinson s'étaient aggravés. Tremblements sévères, rigidité, confusion. Le 4e jour, elle a ouvert les yeux et m'a reconnu. « Jean !» Sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis là, mon amour. Je suis juste là. Est-ce qu'on est parti quelque part? Non, ma chérie. Tu es à l'hôpital. Tu as été très malade. Je ne me souviens pas. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Pourquoi je ne me souviens de rien? Le médecin a dit que c'était une grâce, que son esprit l'avait protégé du pire. Le Parkinson, combiné au traumatisme et à la déshydratation, avait créé des trous dans sa mémoire. Elle se souvenait de mon départ. Elle se souvenait de l'arrivée de Guillaume et Vanessa.
et se souvenait de s'être sentie malade, confuse, et ne se souvenait pas de la cave, ne se souvenait pas d'un mois à mourir lentement dans le noir. C'était peut-être une bénédiction. Je n'en suis toujours pas certain. Max n'a pas survécu. Le vétérinaire a dit que ses reins avaient lâché. Il était resté dans la cave avec Hélène tout ce temps, essayant sans doute de la protéger. Il est mort 2 jours après notre retour. Je l'ai enterré sous l'érable dans notre jardin, celui à l'ombre duquel il dormait chaque été. L'enquête a progressé rapidement après l'arrestation. La police a obtenu des mandats pour leurs téléphones, leurs ordinateurs, leurs comptes en banque. Ce qu'ils ont trouvé m'a rendu physiquement malade. Guillaume et Vanessa avaient commencé à tout planifier des mois plus tôt. Des SMS entre eux. Une fois que ton père sera parti, on aura au moins 1 mois. Il suffit de la mettre quelque part où elle ne peut appeler personne. Elle ne s'en souviendra pas de toute façon, son Parkinson s'aggrave. Ils avaient fait des recherches sur la durée de survie d'une personne sans eau ni nourriture. Ils avaient cherché les symptômes de la déshydratation, de la famine. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Les faux documents étaient grossiers. Un notaire peu scrupuleux qui n'avait pas vérifié correctement les identités a été inculpé pour complicité. Les 100 000 € du crédit avaient été versés à une société écran créée par Guillaume. La société n'avait qu'un seul actif, une promesse d'achat pour un appartement en VFA à Lyon avec un acompte de 80 000 €. Le reste de l'argent avait servi à rembourser les dettes de carte de crédit de Guillaume, à acheter une nouvelle Audi Q5 pour Vanessa et diverses autres dépenses. Les 60 000 € de notre compte courant étaient plus difficiles à tracer. Retirés en liquide, déposés en petites sommes. L'expert comptable judiciaire a dit que nous ne récupérerions probablement jamais la majeure partie. Notre avocate, maître Patricia Lévy, une femme brillante spécialisée dans ces affaires, a dit que nous pourrions les poursuivre au civil. Mais ils n'avaient presque rien à leur nom. L'Audi serait saisie, l'acompte de l'appartement restitué. Cela nous rapporterait peut-être 110 000 € sur les 160 000 € qu'ils avaient volés. Le reste, dit-elle doucement, est probablement parti. J'en suis désolé. Les poursuites pénales ont pris plus de temps. Au début, ils étaient accusés de séquestration, vol et escroquerie. L'avocat général, un homme sérieux nommé David Moreau, voulait plus. Ce qu'ils ont fait constitue une tentative de meurtre, m'a-t-il dit dans son bureau 3 mois plus tard. Ils ont intentionnellement créé des conditions conçues pour tuer votre femme. Les preuves sont accablantes. Je regardais Hélène, assise à côté de moi dans son fauteuil roulant. Elle ne se souvenait toujours pas de la cave. Elle ne comprenait pas entièrement pourquoi son fils et sa belle-fille étaient en prison. « Est-ce que ça tiendra ?» ai-je demandé. « L'accusation de tentative de meurtre. J'en suis convaincu. Mais je dois vous préparer. Il y aura un procès. Vous devrez témoigner. Madame Morel, vous devrez peut-être le faire aussi. » Les mains d'Hélène tremblaient sur ses genoux. Pourquoi Guillaume nous aurait-il fait ça? Personne n'avait de bonne réponse à cette question. Le procès a commencé en mars, à la cour d'assises de Lyon. J'étais là chaque jour. Hélène venait quand elle se sentait assez forte. Notre fille Emma a pris l'avion de Lille. Notre fils cadet, Marc, est monté de Bordeaux. La famille de Vanessa était là aussi, assise de l'autre côté de la salle d'audience. Sa mère ne m'a jamais regardé. L'accusation a présenté son dossier méthodiquement. Les preuves médicales, les preuves financières, les faux documents, les relevés bancaires montrant les 160 000 € volés, les SMS planifiant leur fuite au Maroc. Puis est venu le pire. Ils ont diffusé les appels vidéo. Tous les quelques jours, ils montaient Hélène, la nettoyaient un peu, l'asseyaient dans la chambre avec un bon éclairage et m'appelaient. Les appels étaient toujours courts. Hélène souriait, disait que tout allait bien. Un expert a montré que ces vidéos avaient été enregistrées en une seule fois, à 3 dates différentes. Entre ces vidéos, Hélène était dans la cave, en train de mourir de faim. La défense a tenté de plaider l'accident, que la confusion d'Hélène l'avait amenée à s'enfermer elle-même. Personne n'y a cru. Les SMS ont détruit toute défense crédible. Un message de Vanessa à Guillaume. « J'arrive pas à croire que ça marche. Encore une semaine et on est libre. » La réponse de Guillaume.
N'y pense pas, concentre-toi sur le Maroc, la plage, les cocktails, la nouvelle vie. Le témoignage le plus accablant est venu d'une source inattendue. Ma petite fille, Chloé, 17 ans, la fille de Guillaume d'un premier mariage. Elle était passée à la maison une fois, vers la fin de mon absence. Elle a raconté à la barre que Guillaume avait semblé nerveux, qu'il avait essayé de la faire partir rapidement. Elle avait entendu des coups sourds venant de la cave. « J'ai demandé à mon père ce que c'était », a dit Chloé en larmes. « Il a dit que c'était juste la chaudière. Mais grand-père, je savais. Je savais que quelque chose n'allait pas. J'aurais dû vérifier. J'aurais dû... Ce n'est pas ta faute. J'aurais voulu le lui crier. » Plus tard, je l'ai serrée dans mes bras dans le couloir pendant qu'elle sanglotait. « J'aurais pu sauver grand-mère. »« Tu ne pouvais pas savoir, » lui ai-je dit. Mais nous savions tous les deux qu'elle porterait cette culpabilité pour toujours. Le jury a délibéré pendant 7 heures. Coupable. Sur tous les chefs d'accusation. Tentative de meurtre, séquestration, vol, escroquerie, faux et usage de faux. La sentence est tombée 2 mois plus tard. Guillaume Morel, 22 ans de réclusion criminelle. Vanessa Morel, 25 ans de réclusion criminelle. Nous avons récupéré une partie de l'argent. Le tribunal a ordonné la restitution de l'acompte de l'appartement, la vente de l'audi aux enchères. Au total, nous avons récupéré environ 115 000 € sur les 160 000 € volés. Le reste est parti. Hélène est rentrée de l'hôpital en novembre. Elle a besoin de soins 24 heures sur 24 maintenant. Le Parkinson a progressé de manière significative. Le stress, la malnutrition, tout l'a accéléré. Nous avons engagé une aide-soignante à domicile, Carmen. Elle est patiente et douce. Elle vit dans la chambre d'amis, celle qui était la chambre d'enfant de Guillaume. Je ne pouvais plus la voir de toute façon. Hélène ne se souvient toujours pas de la cave. Le neurologue dit que c'est probablement permanent. Parfois, je pense que c'est la seule miséricorde dans tout ça. Elle ne comprend pas pourquoi Guillaume ne vient jamais la voir. Toutes les quelques semaines, elle demande « Quand est-ce que Guillaume vient ? Il me manque. » Et à chaque fois, je dois décider si je lui dis la vérité ou si je lui épargne la douleur. D'habitude, je mens. Il est très occupé par son travail, ma chérie. Il t'envoie tout son amour. Le mois dernier, j'ai vendu la maison. Trop de souvenirs, trop de fantômes. Chaque fois que je passais devant la porte de la cave, je la revoyais, en bas, dans le noir. Nous avons déménagé dans un appartement de plein pied à Villefranche. Plus petit, plus facile pour le fauteuil roulant d'Hélène, pas de cave. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Guillaume, du centre pénitentiaire. L'avocate a appelé pour me demander si je voulais qu'elle l'ouvre. « Non », ai-je dit, « renvoyez-la. » Je ne sais pas ce qu'il pourrait bien dire qui ait la moindre importance. Pardon ? Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas le droit de demander pardon. Hélène et moi nous asseyons sur notre nouveau balcon la plupart des soirs. Elle aime regarder le coucher de soleil. Elle ne se souvient pas du jour que nous sommes, ni de ce que nous avons mangé au petit déjeuner. Mais elle sait qu'elle aime les couchers de soleil. « C'est beau », dit-elle chaque soir, comme si c'était la première fois. « Oui, mon amour », je réponds. « C'est magnifique. » Je lui tiens la main. Je pense à Guillaume enfermé dans une cellule. Je pense à Vanessa. Je pense à Chloé qui porte une culpabilité qui n'est pas la sienne. Je pense à Max, enterré sous l'érable que nous avons laissé derrière nous. Mais surtout, je pense que j'ai failli perdre Hélène pour toujours. 4 jours de plus. C'est ce que le médecin a dit. 4 jours de plus, et elle serait morte dans cette cave. Je pensais ressentir une satisfaction quand ils ont été condamnés. 22 ans, 25 ans. Je pensais que la justice avait été rendue. Ce n'est pas le cas. Je me sens juste fatigué, vieux. J'ai l'impression d'avoir échoué à protéger la personne que j'aime le plus au monde. Mais Hélène me serre la main et dit « On est bien tous les deux, assis là. » Et je réalise que c'est tout ce qui me reste. Cet instant, ce coucher de soleil, cette femme que j'aime depuis 47 ans et qui a survécu à l'impensable. L'argent n'a pas d'importance, la maison non plus. Savoir si je pardonnerai à Guillaume un jour n'a aucune importance. Ce qui compte,
c'est qu'Hélène est là, vivante, à regarder le ciel. C'est ça, ma justice. Pas parfaite, pas complète, mais c'est la mienne. Nous restons assis jusqu'à ce que la dernière lueur disparaisse, jusqu'à ce que Carmen vienne aider Hélène à rentrer pour le dîner, jusqu'à ce qu'un autre jour se termine, et que nous soyons toujours là, tous les deux, toujours ensemble. Et peut-être qu'à la fin, c'est tout ce qui compte vraiment.